Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Dans quelques instants, nous serons en compagnie d'Éric Pigani, auteur de plusieurs ouvrages. Nous aurons l'occasion d'en parler dans l'émission et aujourd'hui nous allons parler de phénomènes paranormaux, de sorties de corps. À tout de suite sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Éric Pigani, bonjour et merci de participer à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors vous avez écrit plusieurs ouvrages, nous en parlerons tout à l'heure. Comment avez-vous découvert le paranormal et quel a été votre parcours? Bon, alors le parcours il est très long. En fait, ça a commencé en 78. Alors vous imaginez, à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'informations sur le paranormal ou sur ce qu'on appelle les phénomènes psy, qui m'intéressent plus que le paranormal en général, disons. Et à l'époque, pour ceux qui ont connu, il n'y avait que deux collections. La collection Les Énigmes de l'Univers chez Robert Laffont et L'Aventure Mystérieuse chez J'ai lu, des petits livres rouges. Oui, tout à fait. C'était tout ce qu'on avait comme information. C'est vrai. Il n'y avait absolument rien d'autre que deux grand maximum 3 journaux ésotériques, qui versaient vraiment dans l'ésotérisme de l'époque. D'ailleurs, c'est l'époque de la sortie du fameux livre de Raymond Moody, La vie après la vie. Alors voilà, donc moi j'ai eu une expérience personnelle. J'étais en école, à l'université, et j'étais étudiant en psychologie. Et comme je suis en même temps pianiste et musicien, j'ai donné un concert. Alors ça, c'est une histoire que je raconte en préambule d'un de mes livres sur l'enquête que j'ai commencé après, où j'ai vécu une sortie hors du corps au cours d'un concert qui s'est tenu cette année-là. On m'avait demandé de participer à une soirée dans un festival, et au bout je devais faire une petite prestation d'environ 20 minutes. Un peu plus que 20 minutes, et puis moi j'ai eu une expérience personnelle très très intéressante, parce qu'à un moment donné je me suis retrouvé au plafond de la salle, carrément en train de me regarder jouer. Et après j'ai vu de la lumière, des tas de choses, et pendant un bon quart d'heure j'ai aucun souvenir de ce que j'ai joué. Donc c'était le blackout total. Moi j'étais dans un autre état. Donc il y a quelqu'un qui jouait, une partie de moi qui jouait tout seul, et moi j'étais ailleurs. Ma conscience en tout cas était ailleurs. Et donc ça a duré à peu près un quart d'heure. Et quand je suis revenu entre guillemets, j'étais dans un état plutôt extatique. Mais personne n'arrivait rien à me remarquer, si ce n'est que ma prestation a eu beaucoup de succès. J'ai pas fait de bis comme on le fait, parce que c'était intégré dans une soirée, donc c'était pas la peine. Mais pendant les 3 jours qu'on suivit, moi j'étais dans un état absolument incroyable. Formidable, pas du tout un état dépressif ou malade ou perturbé. Les perturbations sont venues après, sur le plutôt mental, sur le questionnement, en disant mais qu'est-ce que c'était que cette histoire? Et comme on n'avait pas de référence, de phénomène de référence à ce moment-là. Et moi, vous imaginez, en psychologie, alors j'ai cherché partout, j'ai regardé dans les hallucinations, les machins, et effectivement, chaque fois que vous avez dans les référencements en psychiatrie, évidemment en psychologie ça compte pas, mais ce n'est pas étudié, des référencements en psychiatrie, vous avez des gens qui ont des expériences de ce qu'on appelle autoscopie, c'est-à-dire se voir soi-même, mais ce sont des visions extrêmement partielles.
superficielles et puis qui rendent très malade, enfin dépressif. Et là, c'était pas du tout mon cas. Donc, pendant un certain temps, on va dire, j'ai parlé de cette histoire à vraiment très peu de personnes. Et j'ai cherché, dans la vie des musiciens, s'il y avait des choses similaires. Alors, similaires, pas tout à fait. Mais j'ai vu que dans les biographies de musiciens, il y avait quand même beaucoup d'histoires étranges. Mmh. Donc j'ai commencé à les collecter. Par exemple, Chopin qui disait avoir, à un moment où jouait une sonate, avoir vu sa sonate funèbre, il a vu des formes sortir de son piano et ça l'a terrorisé. Il est sorti en courant de la salle, de sa pièce de travail. Mmh. Moi, ça m'est arrivé aussi assez peu de temps après, d'ailleurs, de voir des choses en jouant où j'étais vraiment pas rassuré, où je suis sorti de la maison. La musique, ça crée quand même des choses étranges. Mais disons que j'ai commencé à collecter et curieusement, à la même époque, comme je travaillais avec un pianiste qui s'appelait Georges Tchifra, je rencontrais toutes les semaines beaucoup de grands musiciens, des professionnels. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, beaucoup d'entre eux ont commencé à me raconter, on a commencé tous à parler ensemble de phénomènes paranormaux, de télépathie, de clairvoyance, de voyance, même de soucoupe volante, de vie après la mort. C'était pas une ambiance générale, mais c'était juste là, à Senlis, chez les Tchifra, beaucoup de gens parlaient de leurs expériences personnelles, mais spontanément. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose chez les artistes qui fait qu'ils vivent des expériences hors du commun, disons, puisque, voilà. Et l'année d'après est sorti en France le livre La vie après la vie de Raymond Moody. Ouais. D'ailleurs, quasiment en même temps est sorti L'esprit c'est inconnu de Jean Charron, qui là est un versant, on va dire, philosophique ou métaphysique de la physique, qui donnait des ouvertures un peu différentes sur, disons, le monde de la matière. Ça a beaucoup aidé d'ailleurs, beaucoup de gens à ce moment-là. Oui, ça a beaucoup aidé beaucoup de gens. Moi, ça m'a aidé. Alors, très curieusement, à l'époque, j'ai pas fait le rapport. Vous savez, la NDE, il y avait la NDE, des gens meurent en hôpital ou ailleurs et reviennent avec une histoire, mais ils sont morts. Moi, je me suis jamais dit, j'ai pas imaginé une minute que c'était une partie de NDE que j'avais vécue, parce que j'étais pas mort, je jouais sur scène, donc il n'y avait pas de raison que ça soit une NDE. Et c'est 10 ans exactement plus tard, quand j'ai fait mon premier interview avec Raymond Moody pour Psychologie Magazine, où carrément je lui dis, en première question, alors que c'était pas du tout de ça dont je voulais parler, je dis, est-ce qu'on peut vivre une NDE sans mourir ? C'est-à-dire de façon spontanée. Et là, elle m'a dit, mais tout à fait, on a des cas qui sont rares, mais il y a des gens qui vivent des étapes, évidemment, d'une NDE, pas tout, parce qu'il y a très peu de gens qui vivent toutes les étapes d'une NDE, il y en a une quinzaine, et qui en reviennent avec les mêmes caractéristiques que la NDE, c'est-à-dire les changements psychologiques, etc. Et là, il m'a demandé que je raconte son histoire, donc j'ai raconté beaucoup plus en détail que ce que je ne fais là maintenant. Et il a dit, mais c'est tout à fait une sortie hors du corps, avec quelques éléments clés de la NDE. Finalement, c'est ce qu'on appelle la OBE, l'OBE. Oui, c'est une OBE, mais si vous voulez, en plus, comme il y a cette histoire de lumière absolument incroyable, avec où je suis j'étais dans cette lumière. Et alors, très curieusement, donc c'est 10 ans après que j'ai compris que ce à quoi je pouvais rapporter ce phénomène-là. Mais alors, donc il y a la sortie hors du corps, évidemment, se voir de loin, etc. Il y a la lumière, et en plus, après, ce qui est important dans la NDE, ce sont les changements psychologiques. Ah oui, on en a parlé. Que vivent les personnes. Moi, j'ai eu des changements psychologiques, disons que ça m'a ouvert la tête 100 fois mieux, on pouvait difficilement faire mieux. C'est clair. Et ça m'a donné aussi plus de sérénité. Alors, ça m'a pas...
Je pense que moi j'ai pas peur de la mort, par exemple j'ai jamais eu peur, mais ça doit dater de cette époque-là, enfin il y a des tas de trucs quoi. Donc c'est pas juste, parce qu'après j'ai eu pas mal d'expériences de sortie hors du corps différentes avec différents contextes, hein, parce que comme vous le savez il y a plusieurs façons de sortir de son corps, et puis plusieurs façons de ressentir les sensations parfois physiques. Donc on va dire il y a plusieurs degrés. Et bon, là, c'était effectivement plus proche d'une sortie hors du corps de NDE qu'une sortie hors du corps normale, qui ne produit pas du tout les mêmes sensations, effets psychologiques a posteriori. Quoi. Et donc, à ce moment-là, bon, donc 10 ans après, j'ai compris un peu ce dont il s'agissait, mais aussi quasiment la même année. Ce que je raconte dans mon bouquin aussi, il y avait une cantatrice qui était la Calas d'entre-deux-guerres, Germaine Lubin, qui m'avait raconté aussi en chantant Isolde, à la fin de la mort d'Isolde, elle est morte et elle a vécu aussi une sortie hors du corps et des choses assez étonnantes, et ça je l'ai raconté aussi à Raymond de Moody. Donc si vous voulez, lui maintenant depuis d'ailleurs 88, il parle de mon expérience dans toutes ses conférences. Bon, il en a parlé dans ses bouquins, parce que en fait, si vous voulez, ce genre d'expérience-là montre que la conscience peut s'exercer. Enfin, on a une partie de notre conscience, on va dire notre âme ou notre esprit, qui peut faire quelque chose indépendamment en dehors du corps. Fait notre corps. Vous voyez, sans être dans le coma et sans être en train de dormir ou allongé. Oui. Parce que, je veux dire, mon moi continuait à jouer du piano. Hein. Il fallait quand même assurer ce petit programme. Eh ben, ça s'est fait tout seul. Comment, je sais pas. Mais je suppose que vous pouvez imaginer un peu la chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en conduisant en voiture pour aller au travail ou pour aller dans un endroit que vous connaissez bien, peut-être vous étiez déjà arrivé de vous retrouver à l'endroit où vous deviez aller sans vous rappeler du chemin que vous avez fait. Alors, on a beaucoup de témoignages justement qui vont dans ce sens. Vous voyez, ça c'est important. Ça montre qu'on a une partie de la personne, je ne vais pas dire de la personnalité, de la personne, de la conscience qui est capable de conduire la voiture. C'est ça qui est incroyable finalement, quelque part. Comment la conscience arrive à continuer, par exemple pour vous, à jouer du piano, et pour certaines personnes à conduire une voiture sans avoir de problème. Absolument. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout endormi. Il y a quand même une vigilance. Moi, je pense que c'est en plus une vigilance accrue. Parce que si vraiment c'était un état de rêverie tel qu'on le définit en psychologie, on le sait maintenant. Alors là, on plante dans le décor. Hein. Ouais, tout à fait. Et je pense que justement, il y a une espèce de vigilance accrue, mais dont on n'a plus conscience. Et on est dans un autre monde, on pense à autre chose, ou dans un autre, on va dire, dans un autre plan. Moi, j'essaie de raisonner en plan dimensionnel. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que le temps disparaît. On peut plus calculer. Le temps ne s'écoule plus, disons, de la même façon. On a fait une émission justement avec Mario de Beauregard sur la conscience délocalisée, justement le temps qui n'est plus le même. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que par la suite, alors moi j'ai fait beaucoup de choses donc pendant toutes ces 10 années. J'ai aussi donc rencontré Jean Charron et au bout du compte, j'ai écrit son livre testament avec lui. Il m'a demandé, il m'a dit maintenant je me sens partir, j'aimerais bien écrire un dernier livre qui résumerait un peu tout ça. Et c'est ce qu'il disait, enfin dans sa théorie de Léon. Il a fait différentes théories, dont une théorie sur la relativité, ce qu'il appelait relativité restreinte. Mais ça, plutôt sa théorie de Léon qui dit que chaque particule de matière a son double dans une autre dimension. Son double lumineux, oui. Voilà, double lumineux. Régis Duteuil, par la suite l'homme superlumineux, a dit des choses un peu différemment, mais qu'on peut rapprocher. C'est sûr que notre conscience, elle n'est pas
uniforme, si elle était produite, comme me le disent les matérialistes, les neuroscientifiques matérialistes, par le cerveau comme la bile par le foie, on aurait quand même une espèce de temps uniforme. Bien sûr. Vous voyez, bon, là, apparemment, on a une espèce de temps qui peut se détendre, qui peut se raccourcir, qui peut s'allonger, qui est très fluctuant. Et bon, il n'y a pas lieu de s'en affoler, c'est pas pathologique. Non, au contraire, c'est rassurant. On dit tout ça déjà à l'état conscient de vigilance normale. Quand on va voir un bon film, on voit pas le temps passer. Quand on voit un navet, on a envie de sortir au milieu du film. Si vous voulez, il y a des fois, on peut s'ennuyer à mourir et le temps s'arrête et parfois. Dans l'état normal, déjà, on voit pas le temps filer. Donc, en plus, dans des états où la conscience, elle est un peu, où on a contact avec notre conscience délocalisée, c'est un peu normal, quoi. Mais ça, il n'y a pas lieu de s'en affoler. C'est comme si on s'affole. Enfin, parce que je connais des psychiatres qui sont effrayés quand on leur raconte des histoires. C'est très curieux d'ailleurs, quand même. Oui. Ça me surprend. Oui. D'ailleurs, le docteur Ben Alexander, qui a participé au grand colloque de Marseille, de Sonia Barcala, il est neurochirurgien, lui aussi. Il a vécu une expérience et il a pris conscience que la conscience était bien hors du corps, comme le docteur Jean-Jacques Charbonnier ici en France. Oui, alors Ben Alexander, donc j'ai rencontré, j'ai dîné avec lui. Alors c'est très bien parce que moi, je vous racontais mon expérience musicale, évidemment. Donc, pendant les 20 ans qui ont suivi, j'ai mené une enquête qui a abouti sur un livre qui s'appelle Psy, qui est épuisé maintenant, mais c'est un gros bouquin de 500 pages sur les artistes et l'étrange, mais surtout fondé sur la parapsychologie scientifique. Évidemment, comme musicien, moi, je suis évidemment, bien sûr, intéressé par toutes les histoires que peuvent vivre les musiciens. Et Dan Alexander, justement, raconte dans son expérience à lui, une expérience avec des sons, de la musique, des chants. Il a été très marqué, alors qu'il n'est pas du tout musicien. Donc il m'a dit, j'ai un fils qui va commencer la musique, là, le piano. Je lui dis, mais surtout, il faut que toi, tu apprennes le piano. Je dis, trop vieux. Je dis, non, pas trop vieux. Il est pas vieux. Il n'y a pas une cinquantaine d'années, mais voilà, c'est dans son expérience et dans ce qu'il raconte dans son livre et son expérience, il y a des choses étrangement similaires sur les perceptions de la musique à celle de mon expérience de sortir du corps d'il y a 30 ans, quoi. Vous voyez, je vais raconter et puis on a échangé un peu et c'est évidemment qu'on est d'accord sur le fait que pour admettre d'une manière logique que la conscience n'est pas localisée dans le cerveau ni même dans le corps, je pense qu'il n'y a qu'un seul moyen, c'est vivre l'expérience. Tout à fait. Mais je ne sais pas si vous avez connu Jacqueline Bousquet, qui avait repris les travaux d'Émile Pinel sur la conscience délocalisée, qui parlait de champ informationnel, que finalement notre conscience appartenait à un champ informationnel qui était différent du champ physique. Oui, de toute façon, oui, j'ai rencontré Jacqueline Bousquet plusieurs fois. Écoutez, c'est comme les champs sémantiques de Christine Hardy. Enfin, c'est comme, c'est un peu dans toute cette lignée à post-Capra, Fritjof Capra, sur le quantique. Évidemment que maintenant, lui disait, je pense qu'il a été le premier à dire les particules élémentaires ont des comportements qui supposent un champ d'information. Il a été l'un des premiers à dire ça, puis tout le monde a non pas repris ce que les uns et les autres ont dit, mais en sont venus, disons, aux mêmes conclusions. Et puis, ce qui est devenu très, très, très à la mode en ce moment, qui commence à émerger de plus en plus, c'est que selon le monde, on va dire, quantique, évidemment, tout est information. Oui, toute information. La lumière porte à l'information,
enfin la lumière, donc les particules de lumière portent l'information de l'univers tout entier. Après, ça se structure selon des champs. Alors, les champs, c'est le premier qui a parlé des champs en tant que tel, c'est Einstein quand même. Donc c'était mon Dieu, je pense que c'était déjà en 1908. Si je dis pas de bêtises, il parlait la première fois de la structure des champs en physique quantique. Et après, mais sans aller aussi loin qu'après ses successeurs, mais bon. Et Jacqueline Bousquet disait qu'il y avait 3 champs, elle appelait ça le champ H1, H2, H3. H1 et le champ où il n'y a que de l'information, il n'y a aucune forme. Le champ H3, c'est ce que la tradition appelle l'au-delà, avec plusieurs, évidemment, bandes de fréquences, si on peut dire ça comme ça. Et le plan H2, c'est tout ce qui appartient au monde physique. Voilà. Oui. Bien sûr, si vous voulez, dans ce domaine-là, il y a beaucoup on va dire, de théories, entre guillemets, différentes. Des visions différentes, des mises en place différentes de ce que peut être le son quantique. Évidemment, tout le monde a raison et tout le monde a tort, parce qu'on ne peut pas, dans cette dimension-ci, formaliser les choses. À mon avis, la science aujourd'hui et notre système de compréhension ne peut pas mettre les choses en forme aussi précisément. Ce sera toujours partiel. Et ce sera toujours, de toute façon, une mise en forme mentale de quelque chose qui nous dépasse, enfin qui n'est pas fait pour être compris. Si vous voulez, on a quand même un cerveau qui résonne en 0, 1 ou plus moins, mais c'est en binaire. On arrive à l'expliquer mathématiquement déjà. Oui, mais elle n'est pas la seule. Je vous dis, Charron, point de vue mathématique, là c'était le summum. Dutheil s'était pas piqué des verres non plus. Bon. Après, vous avez les théories sur les dimensions, ce que certains appellent les densités. Aussi, densité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, qu'on retrouve aussi dans toutes les traditions. C'est-à-dire que plus vous montez dans les densités, plus vous vous élevez. Alors, selon certaines théories, on serait aujourd'hui dans la 3e densité, enfin notre monde la 3e dimension serait dans la 3e densité, on basculerait dans la 5e, mais certaines personnes qui justement ont des ponts entre différentes dimensions sont déjà dans la 4e densité, densité égale en dimension ici. Bon, moi je dis pourquoi pas, je dis oui, ça permet en tant qu'être humain de cadrer les choses. Vous voyez, c'est important. Moi, je dénigre pas du tout. Mais la preuve, c'est que j'ai fait le bouquin avec Jean Charron, qui s'appelait Le Divin dans tout ça, et que tout le monde, on a tous besoin de se raccrocher à des images, enfin, d'avoir des repères, disons, dans la vie, d'avoir des images, disons, voilà, tel modèle théorique me convient, etc. Mais tous les vrais chercheurs savent normalement que un modèle théorique, surtout quand on aborde dans le modèle quantique, un modèle théorique ne reste qu'un modèle théorique qui est valable pour soi et pour comprendre une partie des choses. Il n'y a pas de modèle absolu. On marque une pause, on revient dans quelques instants, c'est la clé du mystère. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums: paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour pour la 2e partie de la clé du mystère, toujours en compagnie de notre invité Éric Pigani, auteur de 30 ouvrages, et nous parlons de phénomènes paranormaux. Finalement, quand on observe comment fonctionne ici sur Terre la radio, la télévision, les fréquences, les bandes de fréquences, tout ça c'est à peu près à la même image, c'est la même chose. Il y a des bandes de fréquences, et plus on monte en fréquence, on reçoit certaines stations, les stations ne se mélangent pas pour autant. Oui, on peut le voir comme ça. Moi,
suis un petit peu plus circonspect, si vous voulez. Non, mais c'est une image assez rapide, mais... Voilà, c'est des images qui permettent de comprendre, de faire des analogies. Mais comme toujours, alors là, en termes de quantique, parce que j'ai bien étudié le problème, c'est bien de faire des analogies, de donner des images pour comprendre. Par exemple, vous savez l'histoire du paradoxe de la lumière qui est à la fois onde et particule. Si par exemple je vous dis, mais il y a des gens qui comprennent pas, comment ça peut onde et particules en même temps? Oui, je dis, c'est quand vous regardez un ruisseau, un petit torrent dans la montagne qui coule, vous voyez l'eau qui coule, et puis tout d'un coup, vous regardez plutôt vers le fond et vous voyez des petits galets qui roulent. Bon, alors, ces deux choses-là existent en même temps. Oui, tout à fait. Dans le même espace. Vous voyez, imaginez que les deux choses, en fait, ces deux choses-là, si vous ne regardez que l'eau, vous ne voyez que l'eau. Si vous ne regardez que le caillou, vous ne voyez que les cailloux. Tout à fait. C'est un petit peu ça, mais ça ne reste qu'une image, parce qu'évidemment, là, le problème de la lumière, c'est que l'eau est en même temps les cailloux. Il n'y a pas de séparation. C'est nous qui faisons des séparations. Alors, vous voyez, bon, c'est une analogie. Pour moi, c'est bien. Il faut utiliser l'image. C'est très important en physique quantique pour tout le monde, mais en sachant que tout ça n'est que relatif. Si vous reprenez le phénomène de la NDE, vous avez certes 5 phases ou 15 étapes, selon les chercheurs, 14-15 étapes dans la NDE, vous voyez, mais bien sûr que vous avez des récits similaires, mais tous les récits ne sont pas identiques. Non, c'est vrai, oui. Vous voyez, vous avez des formes, des couleurs différentes, vous avez parfois des sons, vous avez des variations, vous avez le même scénario. Le même scénario, oui. Les images sont sincèrement, franchement, parfois très très différentes. Vous voyez? Alors, ça veut dire que tout ça n'a pas un caractère absolu et que ces perceptions dépendent évidemment de la façon de nous, enfin de la personnalité de chacun, de l'individu, de ses croyances, et de son passé, même si les étapes de la NDE ne changent pas selon la culture, l'âge, comme vous savez, la religion, les croyances de la personne. C'est le même scénario, mais évidemment, quand vous lisez la chose, vous n'avez pas, comme au cinéma, la même porte du paradis avec Saint-Pierre et ses 3 clés, et qui dit vous faites ci, vous faites ça. Non, on a des récits quand même extrêmement différents. Mais finalement, si on part de Paris, par exemple, on veut tous aller sur la Côte d'Azur, chacun va prendre sa voiture, chacun va prendre la route et va se rendre sur la Côte d'Azur, et arrivé donc sur la Côte d'Azur, chacun aura un récit différent, mais on aura fait le même chemin. Absolument. C'est d'ailleurs l'un des derniers trucs. Il y a une recherche très très récente. Alors je me rappelle plus bien sur la NDE où justement ils ont fait des comparaisons de récits en disant la NDE n'existe pas parce que les récits sont très différents, machin, truc. Enfin bon. Et moi j'ai bien rigolé parce que je dis voilà, en fait c'est une étude psychosociologique de la NDE. Je dis vous envoyez 45 personnes, mais envoyez 45 personnes dans 45 avions différents au Canada, bon, et vous allez avoir au retour 45 récits différents. Pourtant ils sont tous allés au Canada. Tout à fait. Bon, là je parle pas de la Côte d'Azur parce que moi je préfère monter dans le nord. Parce que nous on est dans le sud. Voilà. Mais donc vous voyez, c'est sûr que tout dépend du système de perception. Alors déjà, vous voyez, dans notre monde de tous les jours, dans la vie ordinaire, vous pouvez avoir des histoires extrêmement différentes. Alors, imaginez dans des systèmes de perception bien plus fins, bien plus complexes, que les histoires vont être différentes. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que oui, il y a un monde, il y a des champs d'information quantiques, c'est pas nouveau. Après, voilà, on ne peut pas, je veux dire, humainement,
à mon avis, sauf à se prendre pour Dieu, lui-même a déposé une théorie totale qui va tout expliquer et en disant c'est la vérité. Et il y en a qui le font, je donnerai pas de nom. En disant ma théorie est la meilleure. Mais il y a des gens qui sont assez honnêtes pour dire on est dans le quantique, je propose une théorie, elle est vérifiable mathématiquement. Si on veut, il y a pas de problème. Elle est vérifiable par même en laboratoire, tout ce qu'on veut, avec ceci, avec cela. Mais ça ne veut pas dire que c'est la théorie ultime. Ouais. Quoique que Jésus disait, il n'y a rien qui ne vous soit caché, cherchez, vous trouverez. C'est le propre de la science finalement. Oui, c'est le propre de la science. Et si ça pouvait être le propre des scientifiques, ce serait pas mal non plus. C'est pas toujours. C'est vrai. C'est pas toujours le cas. Mais si vous voulez, la chose, c'est que en fait, on cherche toujours, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui cherchent trop ce qu'ils veulent trouver. Qui ne vont pas à l'aventure en disant qu'est-ce que je vais trouver là. Non, voilà ce que je veux trouver. Et dans tous les domaines. C'est vrai j'ai même déjà vu dans le journalisme des rédacteurs en chef dire voilà, tu vas faire telle enquête et voilà le résultat. Ah bon? Oui, donc c'est un peu partout. Non, mais il faut partir à l'aventure. Tout est aventure. Si on veut découvrir les choses, il faut s'aventurer. Il faut prendre les chemins de traverse et chercher. Il ne faut pas partir comme ça en ayant la réponse. Oui, mais vous savez, dans l'aventure, il y a un facteur, il y a aussi le facteur de la peur. Quand on parle des phénomènes psy, et ça j'ai vu ça beaucoup de fois, il y a deux choses il y a une chose qui me hérisse, c'est les gens qui recherchent les pouvoirs, comme les X-Men, en disant j'ai vécu, je veux vivre, je veux être télépathe, je veux être ceci, je veux être cela, je veux influer la matière, c'est en quête de pouvoir, c'est un peu idiot. Il y en a qui y parviennent, Bon. Mais c'est pas ça qui fait avancer l'esprit humain. Et la deuxième chose, qui est plus générale, c'est la peur. La peur de l'inconnu. Ouais, c'est vrai. Il y a dans les facteurs psychologiques au sujet des phénomènes psy, donc on s'entend bien, c'est la télépathie, la clairvoyance, la précognition et la télékinésie. On va dire même, on peut, et après par extrapolation, c'est le contact avec l'au-delà ou des formes plus différentes de préscience ou de voyage, on va dire, dans l'astral, dans d'autres mondes. Mais il y a des gens qui voudraient bien avoir des flashs de voyance ou plus d'intuition, mais qui en ont peur. Parce que ce sont des sensations complètement inconnues. Et si vous voulez, moi, j'ai pas... il y a parfois où j'ai eu des peurs, parce que vraiment, c'est vrai qu'il y a des moments où on peut confronter à des choses inconnues, se demander comment on va réagir. Et pas peur de la chose elle-même, mais de comment je vais réagir. Ça, c'est un problème de confiance en soi. Mais sommairement, après cette expérience, moi, j'ai pas eu ce côté de la peur des choses inconnues, mais c'est un peu, même plutôt complètement dissipé. Ce qui fait que il y a eu comme un verrou qui a sauté dans ma tête, et j'ai pu vivre plein d'expériences paranormales de toutes sortes, et surtout les écrire. Bon, comme j'aime beaucoup écrire, j'ai pu les écrire. J'en ai publié une toute petite partie dans mes bouquins pour montrer des exemples de ce que on peut vivre en dehors évidemment de la sortie hors du corps, etc. Puis surtout, j'ai eu la chance de vivre dans un milieu, je dis encore, qui était essentiellement musical à une époque, donc de vivre des situations qui sont déjà hors normes. Vous savez, des artistes qui se produisent sur scène, c'est quand même... Enfin, je parle là de la musique classique, c'est quand même pas la norme.
Non, c'est vrai. Vous voyez, c'est quand même un stress intense de devoir monter sur scène. La musique, c'est quand même un truc extraordinaire. C'est quand même la chose, l'art, pour moi, le plus bel art au monde, évidemment. Je vais prêcher pour ma chapelle, mais je pense que ça l'est. Et c'est quand même l'art qui permet d'entrer directement, d'ouvrir d'autres dimensions. Je suis tout à fait d'accord avec vous, tout à fait. C'est ça la musique. Quand on la pratique, même parfois quand on l'écoute, mais quand on la pratique, on rentre, qu'on compose, comme j'aime le faire de temps en temps, on rentre évidemment directement en contact avec d'autres choses. Et tous les musiciens, tous les grands musiciens dans l'histoire l'ont dit, il n'y a pas de problème. Donc de ce côté-là, j'étais un peu privilégié. Mais donc ce qu'il faut retenir des phénomènes psy, en fait, ce qui nous retient de vivre des phénomènes paranormaux, et plus on en vit de différentes sortes, là je vais faire une analogie. Allez-y. Qui ne reste qu'une image. Vous savez que plus on c'est comme en gastronomie, plus vous goûtez des plats différents, plus vous avez un sens du goût qui se développe. Chez les parfumeurs, pareil, plus vous affinez votre nez, plus vous sentez des senteurs différentes, plus vous pouvez les reconnaître, plus vous devenez ce qu'on appelle un nez. Pour les phénomènes psy, c'est un peu la même chose. Plus vous vivez d'expériences différentes, plus vous avez une vision globale de ce que peut être la vie, une autre forme de voir la vie, vous voyez. Tout à fait, complètement. Mais c'est une image que je donne encore. Oui, non, mais c'est une image assez juste. C'est une image assez juste, de toute façon. Voilà, donc il faut pas avoir peur de ce phénomène-là. Ah, surtout pas, non. Et je pense que ça participe. En tant que journaliste, j'ai aussi... j'ai pas besoin d'enquêter, ça vient tout seul, les témoignages. J'ai remarqué depuis une vingtaine d'années qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent des expériences dites extraordinaires, alors qu'elles arrivent à les intégrer ou pas correctement. Après, c'est le problème qu'on n'a pas beaucoup de professionnels en France capables de soutenir psychologiquement une personne qui vit des phénomènes extraordinaires, que ce soit des NDE ou pas. Et je remarque qu'il y a beaucoup plus de plus en plus de cas, on va dire, spontanés, de contact avec l'au-delà. De plein de choses. On parle même de contact extraterrestre. Tout à fait. De tout ce qu'on veut. Pour moi, ça veut dire qu'effectivement, tout ça participe d'un espèce de changement global de la conscience humaine, on va dire. Et puis il est bien temps, parce que je sais pas si vous regardez autour de vous, mais tout est en train de craquer dans tous les coins. N'en parlez pas. Ah oui, ça c'est une catastrophe. Donc on est comme dans un espace de rupture actuelle. Un changement de civilisation, un changement même plus que de civilisation finalement. Là c'est on appelait, vous savez, ça fait 35 ans que j'entends parler je fais partie des mouvements qui disent on va changer de paradigme, on change de paradigme. Là, pour le coup, ça y est. Ah, ça y est, on y est là. Ça, c'est on ne peut plus clair. Par contre, ce que je voulais savoir, c'est quand vous étiez en train de vous regarder, en train de jouer du piano, alors, à ce moment-là bien précis, quel était votre ressenti? Est-ce que c'était beaucoup plus intense, comme le disent certains, que ce que l'on vit là en ce moment dans notre corps? Est-ce que là, vous aviez une sensation, une vue plus décuplée? Oui, absolument. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait étonné, ce qui m'avait rassuré aussi, parce qu'il y a ce sentiment de plus réel que la réalité, on va dire. Voilà. Qu'on emploie, qui m'a rassuré, surtout de voir beaucoup plus l'ensemble, d'être plus intégré à tout. Il y avait plein de paramètres qui m'ont permis, je rappelle, fin des années 70, donc on n'avait aucune, moi j'étais en province en plus, en fac de psycho, en éducation spécialisée et tout le reste, donc c'était pas du tout la culture, donc j'avais aucun élément pour travailler. Ce que j'avais, ce n'était que, évidemment, les cas pathologiques. Ce que je vous rappelle, l'autoscopie, l'hallucination, etc., qui, chaque fois, sont des visions partielles
fugace, parfois très fugace, très rapide, alors que là non, c'était intense et c'est une caractéristique de nombre d'expériences de hors du corps, de NDE, même de vision dans la vie, de clairvoyance, du fait que cet autre accès, ou on va dire cet excès ou cette entrée dans une autre dimension est plus intense que la réalité. C'est très très étonnant. Il y a même des cas, alors là on pourra en parler aussi pendant des heures. C'est sûr, ouais. Vous savez, les gens qui changent de dimension, mais sans faire exprès, ils se baladent dans un bois et tout d'un coup ils passent par un endroit, ils se retrouvent dans un endroit complètement différent, beaucoup plus intense. Alors ça, on a des cas absolument incroyables. Ça me fait penser aux 2 Anglaises de Versailles. Voilà, comme l'histoire des fantômes du Trianon, comme on appelait ça à l'époque. Ça, c'est de mon époque, par exemple. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a vécu un truc tout à fait similaire. Et c'est très étonnant parce que, évidemment, ces gens-là rapportent que ce passage entre guillemets, dans une autre dimension, entre guillemets, encore une fois, leur donnait des images beaucoup plus intenses que la réalité. Donc c'est une constante que, un peu, notre réalité, on croit que c'est... Alors c'est très paradoxal parce qu'on croit que notre réalité elle est plus dense. Oui, parce qu'on y est en ce moment, c'est pour ça. Voilà, ou notre réalité d'aujourd'hui, notre 3e dimension, on va dire, ou 3e densité, elle est plus dense et que plus on monte, plus c'est éthéré, vous voyez, comme vaporeux. Pas du tout. Pas du tout. En fait, notre dimension d'aujourd'hui, elle est plus grossière, on va dire. C'est ça. Vous voyez, voilà. Moi, je pense que tout ce qu'on fait ici, c'est plus grossier. Moi, par exemple, quand j'ai fait des rêves musicaux, mais vraiment en état de rêve, de rêve, ça peut être dans une autre dimension aussi, ça n'empêche pas, de musique orchestrale que je composais, etc., ou que j'entendais. Je peux vous dire que ces musiques orchestrales que j'entendais quand je me réveillais à la fin du morceau, c'était 100 fois plus intense que un vrai orchestre, mais 100 fois plus fin en même temps. Oui. Vous voyez, c'est ça, c'est qu'on est dans une dimension, on va dire, un peu brute, une dimension d'apprentissage, et qu'on va aller vers une dimension qui n'est pas moins matérielle, mais qui est plus affinée, plus dense à la fois. Donc c'est un peu paradoxal, mais bon. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans le rêve, on a le goût, on a les sensations. Et d'ailleurs, moi, pour avoir rêvé il y a pas longtemps, on m'a proposé, j'étais dans une grande salle, justement comme à Versailles, un petit peu, avec des gens comme ça, et qui m'ont dit, tiens, est-ce que tu veux manger ce gâteau? Et j'ai dit oui. Et écoutez, j'ai encore le goût dans la bouche. Ah bah oui. Non, mais il y a des rêves... On a des rêves qui sont plus intenses que la réalité. Donc, et on confond les deux. Quand on se réveille, on sait même plus si on est dans ce monde-là ou dans l'autre, ou dans le monde du rêve. Oui, exactement. Donc ça vous montre qu'on peut avoir au moins un esprit qui est capable de retranscrire des choses plus fortes et de manière plus intense, donc de vivre des choses plus intensément. C'est ça qui est très curieux, comment notre cerveau arrive à recréer, ou à capter, notre esprit a envoyé au cerveau des informations plus fortes que la réalité. C'est incroyable quand même, quand on y pense. Et je me rappelle, j'ai aussi rêvé que je visitais une maison et j'ai fait les plans. Et puis je m'en souviens là encore à l'instant, comme si j'avais été visiter cette maison ici, dans notre monde. Et donc c'est incroyable. Mais je pense que si on fait l'effort de vouloir s'en souvenir, le rêve vient à nous. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Et c'est pareil, des fois je téléphone à Nicole Dron. Vous connaissez Nicole Dron qui a vécu une expérience NDE? Mais alors, elle a vécu toutes les étapes. Et quand je l'appelle, elle me dit encore aujourd'hui, Alain, écoute, c'était 1000 fois plus puissant. Elle me dit, je peux pas te dire, et j'ai pas de mots pour te le dire, mais elle me dit, ici, j'ai l'impression d'être dans une boîte. C'est ça, c'est brut. Alors, si on en revient à la science, par exemple, le problème de notre science occidentale, aussi élaborée soit-elle,
n'est adaptée que à un monde, on va dire, grossier. Notre science est grossière. Tout à fait. Et plein de chercheurs le disent. Même Mario Beauregard. On a une science qui est encore, qui est de toute façon très grossière et on n'en aura pas d'autres sur ce monde-ci. Enfin, dans cette dimension-ci. On va toujours affiner de plus en plus, mais à un moment donné, les outils de perception scientifiques sont pas aller au-delà, adaptés pour d'autres choses. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à Senlis, je vais essayer de résumer. Allez-y. Je me suis occupé de la chapelle des Chifra, qui était la fondation de Chifra, et à un moment donné, la fondation EDF a fait des relevés de gravitométriques, c'est-à-dire avec des appareils qui calculent la gravité du sol pour essayer de repérer s'il y a des déformations, c'est-à-dire s'il y a des sarcophages, vous voyez voir un peu ce qu'il y a dans le sous-sol pour faire des fouilles archéologiques, etc. Ce sont des gros appareils qu'il faut poser sur le sol. Puis il faut attendre que ça se stabilise, et puis alors, donc voilà, et ça va vous calculer la gravité du sol, et puis on déplace l'appareil, et puis ceci, puis cela. Bon. Et alors, donc, ces gens-là qu'on connaissait bien viennent avec leurs appareils une journée, enfin, c'est un technicien qui vient, qui fait toutes les mesures, et puis ils parlent, ils disent c'est bon, donc oui, ils vont faire les calculs, mais ils disent maintenant il y a l'autre technicien qui va revenir dans 2 jours. Tu dis, un autre technicien? Oui, parce qu'on fait toujours les mesures 2 fois. Parce que ce genre d'appareil-là est tellement précis, tellement fin sur la gravité, évidemment, que vous avez des variations qui sont dues à l'expérimentateur. Oui. C'est-à-dire que le technicien va influencer sur le résultat de l'appareil. Ah ouais. C'est incroyable. Donc ils sont obligés de faire 2 fois et puis de faire la moyenne. Donc j'étais un peu soufflé de les entendre me parler comme ça, mais c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que passer une certaine finesse de calcul de nos appareils de ces dimensions-ci, il y a des tas de paramètres qui nous échappent complètement et auxquels on ne peut pas parer, qui est par exemple l'utilisateur de l'appareil influence le résultat. Ah oui, on est limité finalement au bout d'un moment. Là, il y a une limite de la science qui, pour moi, est évidente sur la mesure. De la même manière sur les calculs, vous savez, en ce moment, sur la NDE, il y a une jeune femme au demeurant très sympathique qui lance à l'université de Liège une grande étude scientifique, neuroscientifique sur la NDE. Mais c'est pareil, c'est son postulat de départ. Il est le cerveau produit la conscience. Mais oui, alors ça me fait penser au cas Pamela Reynolds que l'on évoque souvent ici avec Jean-Jacques Charbonnier, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Là c'est pas possible. Mais oui, mais c'est le postulat de la science d'aujourd'hui. Il faut savoir que c'est toujours ça. Et vous le voyez dans les rapports. Moi, je lis les rapports scientifiques avec délectation pour ça, parce que je vois toujours, les gens ont la sensation d'entrer dans un tunnel, on voit clairement que en activant telle zone du cerveau, ça donne cette sensation-là chez tout le monde. Donc, c'est le cerveau qui fait ça. Je dis, oui, mais c'est une télévision, si vous utilisez une télévision, vous avez tel... Ah, maintenant, ça n'a plus de lampe. Moi, je suis encore au télé à lampe. Vous avez tel circuit qui s'active, et puis vous avez de la couleur rouge. Mais oui, mais ça explique toujours pas qui fait le programme. Voilà, exactement. Oui, c'est exactement la même chose. C'est encore une analogie, mais si vous considérez les cerveaux comme celui qui fabrique en même temps les programmes et qui fait tout, oui, effectivement, alors là, ils ont raison. Non, mais il y a quelque chose qui va pas. Si vous considérez que le cerveau ne fait que recevoir, alors vous pouvez tout étudier et trouver dans quelle zone neuronale, dans quelles conditions on a tel type de sensation, par exemple des corporations, vision, les couleurs, les sons, les lumières, les machins, tout. Vous pourrez on pourra tout trouver. Ça m'étonnerait qu'on trouve tout, parce que c'est quand même juste le cerveau, sans parler de la conscience, c'est un peu compliqué, et on n'est pas encore au bout de nos peines, enfin ils sont pas encore au bout de leur peine, juste au niveau fonctionnement
neurocérébrale, mais en tout cas, ça n'expliquera jamais comment sont fabriqués les programmes. Oui, de toute façon, oui. C'est comme donc ce cas Pamela Reynolds, le docteur Jean-Jacques Charbonnier expliquait à ce micro que de toute façon, il n'y avait plus d'activité cérébrale, il n'y avait plus rien, donc elle était, comme il dit, morte de chez morte. Donc c'est pas possible. Là, c'est une preuve. Oui, mais alors le cas, oui, moi je pense bien que cette femme avait raison. Alors le cas Reynolds a été beaucoup controversé parce que justement ils ont dit mais non, on n'était pas tout à fait morte, et puis il y a eu des tas de controverses autour de son cas. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut pas affirmer qu'elle était morte de chez morte, c'est un peu embêtant de le dire parce que malheureusement les appareils de mesure de l'époque étaient pas adaptés, sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Vous savez, Jean-Jacques Charbonnier, j'en ai parlé avec lui, il convient aussi que l'anesthésie, tous les appareils de mesure et des mesures anesthésiques sont beaucoup plus fins qu'il y a 20 ans, 30 ans, encore plus 40 ans. Mais cela dit, c'est encore très très aléatoire. On n'a pas encore l'appareil final qui détecte vraiment le moment de la mort aujourd'hui encore. Oui. Donc, si vous voulez, les rationalistes ou les anti-NDE, je connais peu de personnes qui soient anti-NDE en disant ça n'existe pas parce que c'est un peu bête de dire ça aujourd'hui, mais enfin, en tout cas ceux qui veulent l'expliquer d'une façon rationaliste se servent de cet argument, c'est-à-dire on ne sait pas quel est le moment exact de la mort. On peut pas. Ce qu'a dû vous dire Charbonnier. Oui, mais Jean-Jacques Charbonnier, quand j'ai évoqué ce problème de Pamela Reynolds, il me dit oui, il m'a dit comme ça, mais on pinaille un peu quand même. Voilà. Donc, tout le monde pinaille parce que à cause de ça, à cause de cette échelle d'incertitude qui est moins grande aujourd'hui qu'il y a 30 ans, mais qui existe encore. Ils disent comment on sait pas trop quoi le moment de la mort. Vous avez des cas où il y a des gens qui ont déclaré cliniquement morts pendant 16 heures, aussi, qui sont revenus. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. On peut pas parler de résurrection. Donc il y a peut-être encore des neurones ou des noyaux. Oui, mais comment un cerveau pourrait devenir encore plus performant la conscience est plus performante dans cet état-là que finalement quand on est en état de veille de bon fonctionnement. Ça c'est le paradoxe de la conscience. Ça montre au moins. Alors il y en a qui disent que ça prouve. Eden Alexander il dit c'est la preuve. Il y a Jeffrey Long qui dit c'est la preuve. Pour moi je suis toujours un peu circonspect quand on parle de preuves, même si j'ai vécu des choses qui me montrent que oui, je crois que la conscience n'est pas dans le cerveau, n'est pas produite par le cerveau, notre conscience, notre âme, notre esprit. Et d'ailleurs, si vous voulez, je pourrais tout vous dire, ce sont des preuves, mais moi j'ai une attitude personnelle qui est d'ailleurs un petit peu celle de Moody, mais qui est de dire moi je crois à l'au-delà, je crois aux autres dimensions, je crois à l'âme, parce que je choisis, parce que je suis OK avec mon modèle. Vous voyez, j'ai pas eu besoin de preuves, puisque la preuve, je l'ai vécue. En revanche, je ne fais pas de ni dans mes articles, ni dans mes livres, je ne fais pas de prosélytisme. Je dis voilà ce qui est. Ce qui est important, c'est d'apprendre à penser par soi-même. Tout à fait. Et à croire par soi-même. Je dis, moi, par exemple, j'adore jardiner. Il y a des choses dans mon jardin, il y a des fées, il y a des esprits de la nature, parce que j'ai décidé que je croyais aux esprits de la nature. On va dire oui, c'est une évidence, ils sont là. Non, je dis non, c'est pas forcément une évidence, il y en a qui voient pas, il y en a qui sentent pas. Bon, alors respectons ceux qui ne voient pas, qui sentent pas. Moi je vois, je sens, et puis, mais c'est parce que je suis d'accord avec ça. Je crois consciemment, si vous voulez. J'ai pas envie, moi, d'avoir une foi aveugle. Et bien sûr que tout ce que je vis sont pour moi mes preuves à moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est pas forcément des preuves pour les autres.
quand je raconte mes histoires, je dis voilà ce que j'ai vécu. Je vous demande pas de croire pour vous, je vous demande, ça doit servir d'exemple pour ne pas avoir peur de ça et dire, voilà, décidons de changer d'état d'esprit et de dire, bon, d'autres mondes existent. Enfin, il me semble que c'est ce qui nous est demandé d'ailleurs dans toutes les traditions. Ouais. Et le bouddhisme, pour moi, mes tout premiers contacts avec le bouddhisme, il y a des lustres maintenant, c'était l'une des premières choses que j'ai entendues et au moins retenues, c'est ne croyez jamais ce que vous n'avez expérimenté par vous-même. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Éric Pigani sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Quand on est dans cette éducation, moi je l'ai subi aussi, on a besoin de chercher, si on cherche d'où on vient, où on va, enfin, on se pose des questions. Moi je me posais des questions à l'âge de 7 ans, et on a besoin de réponses. Il y a des gens, et moi je vois aussi ici à la radio, il y a des gens qui sont en recherche, et qui n'ont pas forcément la chance de vivre des phénomènes ou des ressentis, qui n'ont pas de ressenti particulier, et qui peut-être, si ils n'avaient pas peur, ils étaient informés, ça se développerait chez eux. Absolument. Donc c'est important d'informer les gens. D'être informé, et surtout de dire chacun est libre de croire ce qu'il veut, et ensuite, en plus de croire, après de mener la vie qui va correspondre à sa croyance profonde. Moi, je ne sais pas des gens qui vont à l'église, on connaît le truc, qui vont à l'église tous les dimanches et qui font tous les mois et qui après tirent dans le dos de leurs voisins. Tout à fait. Toute la semaine. Je veux dire, pour moi, j'ai vu ça. Enfin, comme tout le monde, on connaît ça. Et moi, je comprends pas. Je veux dire, voilà. Je veux dire, quand on choisit, ou alors c'est parce qu'on n'a pas choisi de croire. Tout à fait. Donc je ne suis pas un grand défenseur oui, j'ai la foi, bien sûr, mais j'ai les doutes, mais surtout pas la foi aveugle, quoi. Il faut que ça ait un sens pour choix. Il est vrai que tous les expérienceurs de NDE que j'ai interviewés dans cette émission m'ont dit, moi je n'ai aucun doute. Aucun. Alors, oui, sur l'expérience, oui, moi non plus j'ai aucun doute, mais si vous voulez, ça c'est ce que tout le monde dit, mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que faire des expériences extraordinaires, entre guillemets, n'empêche pas les difficultés de la vie. Ah bien sûr. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a une bonne intuition, qu'on a de temps en temps des flashs de voyance ou de la télépathie, qu'on vit des tas de trucs sur d'autres dimensions, qu'on n'ait pas les difficultés de la vie. Et puis alors parfois ça fait se poser des doutes sur le sens. Enfin, moi je connais des expérienceurs où quand on est en bon état, là, bien sûr, aucun doute de rien, mais il n'y a pas besoin même d'en parler. Mais c'est humain de douter, on va dire, de soi plutôt, de soi, de ses capacités, etc. Il ne faut pas croire comment les expérienceurs en ressortent comme des Superman inattaquables, toujours au même point extraordinaire. Vous voyez. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont plutôt du mal à vivre ici, maintenant, dans le présent, dans cette vie, qui ne correspond plus à grand-chose, qui est un petit peu, vous voyez, ils me disent souvent, c'est un peu obsolète ici, pour moi, c'est un peu, vous voyez ce que je veux dire? Le problème pour les expérienceurs, ou pour ceux qui ont eu des expériences extraordinaires, pas forcément la NDE, il peut y avoir des expériences
mystique, c'est bien sûr, je vous dis, ça n'empêche pas les problèmes de la vie, et qu'en plus, quand on voit que d'un autre côté, on peut avoir une vie plus lumineuse, entre guillemets, évidemment, retomber dans un monde plus brut, plus grossier, c'est plus difficile. Ouais. Mais ça fait partie du travail, ce qu'on va dire des psychologues qui accompagnent les gens qui ont ce type d'expérience-là. C'est-à-dire de dire, bon, on voit qu'il y a quelque chose de l'autre côté et on peut faire en sorte que notre vie dans ce monde plus grossier soit plus lumineuse et qu'on puisse partager plus, faire en sorte que chaque geste de la vie soit impeccable, etc. Enfin bon, moi par exemple, je m'astreins parfois. Parfois j'en ai franchement marre de tout, puis quand on regarde les infos, oh là là. Vu l'état du monde, on dit ouais. Bon, à quoi bon, hein, finalement, on n'en sortira pas. Mais c'est d'ailleurs ce que je raconte dans mes bouquins sur le zen. Enfin, c'est le principe du zen, c'est le ici maintenant. C'est fais chaque geste comme si tu ne savais pas faire autre chose. Vous voyez, reprendre conscience du ici et maintenant. Et cette conscience-là, paradoxalement, plus on est bien ancré dans chaque seconde, plus on peut être en contact sur le sentiment d'éternité. Alors justement, vous êtes psychologue, psychothérapeute et auteur donc de 30 livres d'enquête sur le développement personnel. Alors au quotidien, qu'est-ce que ça apporte justement ce développement personnel, même transpersonnel ? Comme je vous disais, ce que ça apporte, c'est plus de conscience d'être soi, dans le moment présent, dans chaque geste de la vie. Enfin, comme vous le savez, j'écris beaucoup de bouquins de développement personnel, mais surtout sur le zen, comme les petits cahiers zen de chez Jouvence, les cahiers d'exercice qui marchent très bien. Enfin, les expériences extraordinaires, le psy, tout ça, ça ne doit pas être une fuite du monde dans lequel on est. Ça, c'est un des gros problèmes. C'est que certaines personnes profitent de ça pour dire c'est une fuite vers quelque chose qui n'existe pas, dans un monde meilleur. Et d'ailleurs, il y a une époque où il y a une grande campagne qui disait attention, la NDE, ça pousse au suicide. Ah. Parce que ça vous invite à aller dans un monde meilleur. Et d'ailleurs, Jeffrey Long, qui a un site, le plus grand site internet sur la NDE aujourd'hui, qui est en plusieurs langues d'ailleurs, vous avez des milliers de témoignages, il est sur la page d'accueil de son site. La NDE n'est pas un prétexte pour se suicider, etc. Donc effectivement, certaines personnes qui vivent des choses extraordinaires ont du mal à revenir ou à accepter la réalité. Donc, mais ça, il y a des suivis psychologiques de gens qui sont formés. Alors, il n'y en a pas beaucoup en France, mais pour permettre ça, et que justement, le peu de lumière qu'on a pu apercevoir, on peut le faire passer autour de soi, mais ça passe pas par des grandes choses. Ça passe pas du tout par des grandes choses, et ça passe pas forcément par des choses spectaculaires. Vous savez, quand vous faites un tout petit truc bien dans votre journée, un geste bien en disant, voilà, même pour vous-même, ça c'est extraordinaire. Quand vous faites un tout petit geste en conscience, dans le ici maintenant, c'est un peu de lumière que vous mettez à l'endroit où vous êtes, avec le minimum, le millimètre de conscience que vous habitez. Tout à fait. Et puis, si vous montrez par l'exemple que vous êtes capable de poursuivre vos activités ou de continuer à vivre dans un monde difficile en étant authentique, un peu droit, dans le ici maintenant, vous transmettez aussi votre état de conscience aux autres. C'est vrai. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire d'action. Enfin, on a besoin de gens qui font des grandes conférences, comme Eden Alexander qui dit voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, avec des choses spectaculaires. Oui, des gens qui font des actions caritatives vues par tout le monde, qui font des
des révolutions même, hein, bon, mais tout le monde est pas fait pour mener une révolution. On a chacun son rôle. Mais la révolution, on peut tous la mener dans notre vie de tous les jours, en ayant ne serait-ce qu'un peu plus de conscience écologique. Tout à fait. Oui, moi j'ai un jardin, mais je vais pas mettre aucun produit chimique dans mon jardin. Surtout pas. Il y a des pucerons, voilà. Un jour, il y a des pucerons. J'ai vu une coccinelle, j'ai mis la coccinelle sur les pucerons. Et depuis quelques années, mon jardin, au printemps, il y a pas mal de coccinelles. C'est pas envahi, on est dans le nord, donc on n'est pas envahi par les coccinelles jaunes. Et puis en plus, ça m'amuse parce que chaque fois que je vais... donc elle s'occupe des pucerons, et chaque fois que je reviens du jardin, j'en ai toujours une qui est sur une de mes épaules ou sur un bras. Et on s'aperçoit que ça fonctionne très bien. Hein. Mais vous voyez, ça c'est un tout petit truc de conscience. Mais pour moi, hein, ça regarde... alors quand les gens me posent des questions, oui, mais alors pucerons, je dis coccinelle. Et puis s'ils n'en ont pas, je vais aller leur donner dans le jardin plus loin quelques coccinelles, et puis sur leurs pucerons, les coccinelles sont contents, tout le monde est content. Ça c'est un tout petit truc de rien du tout. Mais ça fonctionne, fonctionne. Donc la conscience écologique, il y a la conscience de la communication avec les autres, de l'entraide, de ce qui est bien, de la santé naturelle. Alors moi je suis très dans le développement des produits naturels. C'est important aujourd'hui. Des produits de santé, mais vous avez entre guillemets des produits miraculeux que je fais tester, qu'on offre ici avec ma famille à tous les gens qu'on connaît, quand on connaît leur efficacité. Je pense à l'argent colloïdal, le silicium. C'est des tas de moi je suis très militant, mais militant en douceur, mais ça se voit aussi quand même dans mes papiers, mais des grands produits de base que nous offre la nature, même s'ils ont été un peu transformés, mais en tout cas qui ne sont pas des médicaments chimiques pour tout le monde, quoi. Mais donc ça, vous pouvez le faire tous les jours, et je pense que sur un certain point, c'est ce qui est d'abord le plus important. Ensuite, à un niveau spirituel, évidemment, vous pouvez faire des tas de choses. Il y a la prière qui est très efficace, il y a la méditation, il y a... Et le spirituel, finalement, c'est s'occuper des autres. C'est commencer à essayer de respecter la nature, s'occuper des autres, s'occuper des animaux, s'occuper... voilà, on est là pour ça, finalement. Oui, le tout, c'est de trouver la conscience, de faire le lien entre ce qui est une autre dimension et celle-ci, je vous dis, par choix conscient, sans faire les choses parce qu'on nous a dit de les faire. Par exemple, quand je fais mon petit cahier d'exercices pour rester zen dans un monde agité. Là, c'est dur, hein. Vous voyez, c'est jouvence. Bon, il vient de ressortir en couleur. Et là-dedans, j'ai mis, je sais pas, presque une vingtaine d'exercices physique, on va dire, genre automassage, respiration, machin, pour les situations de stress différentes. Mais ce qui était important pour moi, c'était pas d'en mettre le plus possible, parce que de toute façon, on peut pas tout faire, mais justement pour permettre à chacun d'essayer tous les exercices, de les noter, de voir celui ou ceux qui correspondent le plus. Ouais. Vous voyez, parce que chacun est différent, donc il y a des gens qui seront plus à l'aise avec un exercice de concentration et respiration, d'autres qui seront mieux dans un exercice de relaxation détente, d'autres mieux en se faisant des points d'acupressure, vous voyez. Donc on a chacun notre truc, et une fois qu'on arrive à trouver les outils, parce que ça c'est pas très difficile, mais il faut juste avoir le courage de les tester. Quand on a les outils pour tester tous on va dire ces anti-stress ou cette façon d'aller mieux, on utilise ceux qui nous correspondent le mieux, et puis alors ils peuvent correspondre pendant 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 semaines, et après on change. Tout à fait. Et vous voyez, ce sont toutes des petites choses qu'on peut appliquer tous les jours, mais
mais il faut voir ce qui nous correspond le mieux. Comme je vous disais, il y a des gens qui sont faits pour faire des grandes conférences, des tournées, etc., pour dire voilà ce qui se passe, et puis d'autres gens qui vont plutôt avoir une action d'aider les autres dans leur quartier, ou bien de faire de l'entraide entre voisins, vous voyez. Chacun a une place, le tout c'est de se sentir à sa place dans sa vie, quoi. Quelle que soit la place qu'on a. Justement, pour refermer le chapitre sur les NDE, on parlait des suicides. Les expérienceurs qui reviennent nous disent que c'est complètement idiot de vouloir se suicider, que finalement on est ici sur Terre pour faire quelque chose, on n'est pas ici par hasard, et justement, certainement pour accomplir déjà, selon ce que peuvent faire chacun d'entre nous, des petites actions comme ça, au jour le jour. Absolument, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Éric Piganet, vous avez publié plusieurs ouvrages. Est-ce qu'il y a des ouvrages que l'on peut trouver encore en librairie, et quels sont justement les derniers livres que vous avez publiés? Bon, c'est la réimpression, mais en couleur corrigée, du petit cahier pour rester zen dans un monde agité. Sinon, j'en ai pas mal à venir, mais sinon, dans ce qui marche bien, là, c'est la communication animale. Oui. Qui est sur le 6e sens des animaux, en fait, chez la thèse. Il y en a 35, donc là, j'aurais un peu de mal où j'en parlais. Moi, j'aime bien Musique et spiritualité, qui est un ancien livre, qu'on trouve toujours. Bien sûr, celui avec Jean Charon, dont je parlais, Le divin dans tout ça, qui est chez Albin Michel. Bon, il y a le gros psy qui a été épuisé malheureusement. Il y a quelques enquêtes, mais je veux dire, mon préféré étant évidemment le psy qui est ma grosse enquête de 20 ans, quoi. C'est tout. C'est celui qui m'a demandé le plus de travail, le plus d'investissement personnel. Mais et il y a bien sûr Channels aussi, qui était le bouquin de référence à une époque, même encore maintenant, en France en tout cas, sur le channeling, qui est aussi une enquête, l'enquête que j'avais fait aux États-Unis et en France sur les phénomènes de médiumnité et le channeling. Voilà, pareil, il y en a pas mal. Mais moi, j'aime bien faire des bouquins de développement personnel avec des exercices, parce que ce sont des petites aides pour les gens qui en ont besoin. Ils disent, tiens, ça c'est une bonne idée, je vais essayer. On en a bien besoin. J'aime bien créer des exercices, ça c'est un peu mon côté créatif. C'est un peu pédagogue, parce que je donne aussi des cours de musique, donc j'aime bien inventer des exercices. J'ai toujours aimé ça, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon. C'est comme ça. Et vous donnez des conférences? Ça m'arrive. J'en fais peu, mais la prochaine, normalement, c'est pendant le festival Une autre façon d'aimer à Cabourg. Est-ce que vous venez dans le sud de la France? Ça m'arrive. Ça m'arrive, et là, je vous le dirai. De toute façon, les informations, on peut les trouver sur votre site? J'ai pas de site. Vous n'avez pas de site? Ah oui, j'ai pas de site. Alors comment on peut J'ai une page sur Turquoise Communication, comme Turquoise en fait ça s'appelle. Ouais. J'ai une page là où je mets un truc de temps en temps. Bon, c'est un truc sympa, mais c'est tout. Je suis pas très. Je ne pousse pas au crime, comme on dit. Non, mais on en a besoin pour l'information, simplement. Oui, pour l'information. Bon, normalement, ça se trouve là. Mais en fait, c'est que je fais des choix dans ma vie. C'est-à-dire que comme je fais des enquêtes, j'ai mon boulot, j'ai ma famille, et je fais de la musique, du jardinage pour me dire, mais je fais beaucoup de musique. Donc le temps que je passe sur mon ordinateur, je le passe pas sur mon piano. Ah, c'est vrai. Ça, il faut faire des choix. Quand on à un certain niveau, c'est un peu difficile de concilier à la fois le métier de journaliste, surtout dans un média aussi important que celui où je suis, où j'ai quand même un gros boulot, et tenir un niveau pianistique important, ça demande un certain nombre d'heures par jour quand même. C'est sûr. Donc si je suis trop longtemps sur mon ordinateur en réseau social, je peux pas, j'ai pas le temps. Non, mais juste faire un petit site d'information avec vos ouvrages, comme ça aiderait un petit peu les gens, les auditeurs à retrouver. Voilà, j'ai accepté cette année d'avoir une page sur comme Turquoise. Pour la première fois, je dis bon, alors, on va donner quelques infos, quelques textes. Références. Par exemple,
qui est à chaque fois partiel, à chaque fois que je l'ai publié. Et comme on me l'a demandé plusieurs fois, le récit complet, là il sera en ligne, en PDF, bien détaillé. Bon, il y aura des trucs. Un jour j'y penserai, mais pour moi c'est pas une priorité. Pour moi, ma priorité, sans être scotché sur l'ordinateur, vous voyez ce que je veux dire, juste avoir un point d'accueil. Éric Pigani, merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion, et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.